Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons l'amour. Pourquoi? Coucou les boss et les bossesses, c'est un bonheur de se retrouver pour un nouvel épisode de Comment faire, épisode 15, votre web show qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Ici Champi, votre présentatrice, et à mes côtés, j'ai mes acolytes que vous connaissez déjà, la sublime Fiona Hello les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. et la pétillante Naomi. Salut les boss et les bossesses. Le titre de ce numéro est Comment faire pour guérir de la dépendance affective. Et pour cette émission, nous avons sur le plateau une experte en la matière, Chloé Merkaert. C'est une coach spécialisée dans l'accompagnement de la vie affective, la dépendance affective, l'estime de soi et les troubles de l'attachement. Et côté parcours, Chloé a un palmarès de rêve. Entre 2019 et 2022, elle suit une formation universitaire en licence en psychologie auprès de l'Université de Nice, puis celle de Lyon 2. Et entre-temps, en 2020, elle suit aussi une formation au coaching professionnel à la MHD Formation. Et enfin, courant 2022, Chloé suit une formation praticienne en hypnose, ericksonienne en juin et une autre formation praticienne en programmation neurolinguistique en septembre à la PSYPNAS, qui est un centre de formation en thérapie brève. Bonjour Chloé, nous sommes très très contents de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de ce thème. Alors dis-moi, est-ce que le plaisir est-il partagé? Évidemment que le plaisir est partagé avec toute cette présentation. Dis donc, vous avez bien suivi mon palmarès. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, ça me fait super plaisir d'être sur cette émission aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de votre temps, de l'intérêt que vous portez à mon métier et je suis heureuse de vous partager tous les outils et toutes les connaissances que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais il faut aussi dire que ton palmarès, franchement, il m'a fait halluciner. Je me suis dit, waouh, la fille, elle s'y connaît, quoi. Elle s'y connaît. En tout cas, ça promet. Hein. Bah, quand même, heureusement, parce que quand on accompagne déjà des personnes sur des problématiques personnelles et sur des troubles de l'attachement, sur l'estime de soi, c'est le minimum que de s'être formé et heureusement que je continue tout le temps, en fait. C'est une très bonne chose et je sais que ça va ravir les boss et les bossesses. En parlant de nos boss et bossesses, vous connaissez déjà le rituel. On commence toujours l'émission avec une certaine fille qui a la pression parce qu'elle doit nous présenter ses way À forts. chaque fois. Oui, j'ai la pression. Donc, il faut passer ton bac aujourd'hui. Donc, on va laisser la parole à Fiona qu'elle nous présente ses way forts. Allez, Fiona, fais-nous rêver. Les way forts. Les way forts. Say to me. Les way forts. Les way forts. D'accord, merci Champi. Voilà. Il y a de cela quelques semaines, plus précisément le 21 février dernier, le président tunisien Kais Saied a affirmé lors d'un discours que l'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non arabo-musulman. Cela a conduit à ce que de nombreux ressortissants d'Afrique subsaharienne subissent d'actes racistes au point de demander un rapatriement auprès de leur ambassade. Dans la suite des événements, afin d'apaiser les tensions, le président tunisien a affirmé le 8 mars dernier, lors d'une entrevue avec le président de Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, que les Africains présents en Tunisie étaient des frères. C'est ainsi que s'achève notre premier way fort de ce jour. Maintenant, je voudrais savoir si vous avez entendu parler de cette histoire, mesdemoiselles ou mesdames.
Et je voudrais faire honneur à notre invitée, la coach Chloé. Dis-nous, Chloé, si tu as eu vent de quelque chose, en fait, de cette histoire. Et même si tu n'as pas eu vent de ça, c'est pas grave, quoi. Non, pas du tout. J'avoue que je m'informe peu déjà sur ce qui se passe dans mon pays. Donc, je vous avoue que c'est pas bien, mais en plus, ça Ouais. arrive beaucoup aux Français, aux jeunes Français. Moi, je suis pas très, très engagée sur la sphère politique. Donc, Uh-huh. non, vraiment, pas du tout. C'est une honte, Non, mais mais c'est pas voilà. grave, hein, ne Non, c'est t'inquiète pas, pas tu, grave. tu n'es pas la seule, en fait. Donc, Au moins, elle est honnête de l'avouer qu'elle ne s'informe pas. effectivement, C'est vrai que effectivement. j'aurais pu aller sur Google et regarder quelque chose. Mais bon. Ok. Et toi, Donc, Naomi? justement, et toi, Naomi? C'est vrai que j'ai entendu parler de ça. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible ce qui arrive en Tunisie. Déjà, les paroles que le président a sorties, en fait, ce sont des paroles qui n'ont même pas lieu d'être. C'est la négrophobie, quoi. Donc, bref, c'est grave. C'est très grave, en fait. Non, 3 points d'exclamation, c'est très grave, je suis d'accord. C'est très grave. Ok, et toi, champion, on dirait que tu as beaucoup à dire, hein? Ah, mais pas vraiment, hein. J'ai aussi eu vent de l'affaire, ça m'a choqué. En fait, ça m'a même pas surprise, pour être honnête. Pour être honnête, ça m'a pas du tout surprise, connaissant certains passifs avec le pays. Donc, mais je suis quand même, disons, contente que cette fois-ci, ce énième dérapage n'ait pas passé inaperçu et que la population d'Afrique subsaharienne a revendiqué, entre guillemets, justice et qu'il y a aussi des Tunisiens qui ont marché dans les rues de Tunis pour dénoncer cela. Parce qu'on ne peut pas se plaindre du racisme en France et en même temps pratiquer le racisme dans son pays. Ça, Mais c'est un peu de ça. l'hypocrisie. C'est Donc, justement ça. Mhm. et entre Et ceux qui parenthèses, sont la Tunisie se d'accord avec trouve en vraiment, Afrique, dans un pays africain. Donc, moi, je ne comprends pas un peu le débat qu'il a fait pour que la Tunisie soit seulement vue comme un pays africain. Ça se trouve sur le sol africain, c'est africain. Donc, il n'y a pas de débat géographique à avoir sur ça. Pour moi, je vais m'arrêter là. Bon, passons donc à notre deuxième fort. Ilyasa Shabazz, la fille de Malcolm X, va poursuivre la CIA et le FBI pour le meurtre de son père en 1965, l'a-t-elle annoncé le 21 février dernier, jour d'anniversaire de l'assassinat de celui-ci. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Malcolm X est l'une des 4 grandes icônes des mouvements afro-américains pour abolir les discriminations raciales aux États-Unis, avec Rosa Parks, Daisy Bates et Martin Luther King pour la période de 1954 à 1965. Selon la fille de Malcolm X, le FBI, la CIA, la police de New York et d'autres agences ont dissimulé des preuves liées à son assassinat. Voilà dans notre deuxième fort de ce jour, pas très long, mais bon. Je voudrais juste savoir ce que vous pensez de cet homme, en fait, les filles, si vous avez bien sûr entendu parler de lui, quoi. Et cette fois-ci, je vais pas commencer par Chloé, mais par Naomi. Mais pourquoi on commence par moi, franchement? Mais Tout à l'heure, c'était Chloé, maintenant c'est toi, c'est oui, comme ça. ok, y a pas de souci. Là, tu parles de Malcolm X, c'est ça? Exactement. Oui, moi j'ai entendu parler de Malcolm X. Apparemment, à l'époque, il était avec bon, il était Ma- populaire avec Martin Luther King, donc c'est les gens de la Exactement. même époque. Et Oui, Malcolm X, exactement. lui, il prônait plutôt de répondre le mal par le mal, dans la violence par la violence. Et Martin Luther King, lui, il disait plutôt qu'il faut être pacifique et tout. Donc, même si les policiers sont violents envers nous, on doit être pacifique et baisser les armes et tout. Et voilà, maintenant, franchement, j'étais pas au courant du fait que sa fille ait porté plainte contre le FBI, CIA et la police de New York. Franchement, je sais pas par rapport à toutes les preuves qu'elle dit. Moi, je savais pas. Mais je connais quand même la personne. J'ai quand même une petite idée de ce que Malcolm X est. Ok. Oui. Maintenant, D'accord. honneur à l'invité. Est-ce qu'elle a entendu parler de l'histoire? Alors, moi, clairement, dans cette émission, je vais passer pour la fille qui ne s'y connaît en rien en termes de politique, d'économie, de... En fait, moi, je suis pro-psychologie. Vous pouvez me poser Ouais. beaucoup de questions, je vais vous répondre parce que je m'y intéresse énormément.
Mais vraiment, c'est horrible parce que, bien sûr, j'en ai entendu parler de Malcolm X. Je sais que c'est une figure qui a été très importante dans son époque, dans le mouvement qu'il a créé, mais je ne saurais pas du tout en parler. Je ne suis pas la bonne personne pour ça. Et malheureusement, je ne vois pas quoi dire d'autre et je ne voudrais pas dire des banalités à ce sujet. En tout cas, si C'est la fair enough. personne... Je pense que si sa fille sent pour elle que c'est important de porter plainte, déjà, c'est bien qu'elle le fasse. Et de deux, je pense que ça aura un retentissement pour toutes les personnes qui sont touchées et qui héritent au final de ce mouvement-là. Je pense que ça aura un retentissement important. Maintenant, je peux pas en parler parce que malheureusement, je m'y connais pas très bien. D'accord, c'est fair enough. Au moins, c'est clair et honnête. Bon, Ouais, moi, j'imagine que c'est maintenant à moi de dire quelque chose. Moi, je connaissais pas la news. Pour dire vrai, je n'ai pas entendu la news, mais je dis, OK, j'espère que ça va aboutir, qu'on va comprendre ce qui s'est passé. Parce que moi, j'avais vu un documentaire sur lui et bref, donc moi, j'aimerais bien voir comment ça va se passer par la suite. Donc, courage à sa fille. Ouais, courage à sa fille ainsi qu'à sa famille et on attend la suite, quoi. Donc, voilà. Ah, Fiona, est-ce que tu as passé ton examen aujourd'hui? Est-ce que tu as passé? Bien Est-ce que tu as sûr, comme passé? toujours. Je sais pas, je réfléchis. Ok, bon, on m'a dit que tu as passé. Bon, c'était vraiment très excellent, Fiona. Merci encore pour la rubrique Les Way Forts. Et maintenant, il est temps qu'on passe au thème du jour. Mais avant ça, les boss et bosses, on va prendre un court moment de pause et on va vous revenir avec la coach Chloé pour débattre de comment guérir de la dépendance affective. À tout de suite, les boss et les bosses. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment faire pour guérir de la dépendance affective. Je voudrais donner pour un début l'information suivante que j'ai prise sur le site de apprendreaéduquer.fr. Donc, le site nous dit, selon la psychologue clinicienne et psychanalyste Brigitte Alain-Dupré, la dépendance affective est inhérente à la nature humaine. Par exemple, c'est la manière qu'a un bébé pour établir un lien solide de confiance avec son entourage. Cependant, selon Rebecca Shankland, professeure des universités en psychologie du développement, la dépendance affective déraille quand elle est marquée par une forme de soumission à l'autre et l'impression que sans l'autre, et notamment son approbation de l'autre, on n'est plus rien. Et donc, la question que je voudrais te poser, Chloé, est la suivante. Si de prime abord, la dépendance affective est vitale dans le début de vie de l'humain, à quel niveau dans le processus y a-t-il eu erreur pour que cela se transforme en un trouble? Donc, je vais te laisser répondre à la question. Alors, je trouve que c'est une bonne entrée en matière que d'avoir pris des citations d'ouvrages de très grands psychologues comme Alain Dupré ou comme Shankland. Après, je pense qu'il faut poser les choses parce qu'effectivement, on sait dans la théorie de l'attachement et en psychologie clinique que l'enfant, pour se développer, il est dans une forme de dépendance avec ses figures d'attachement, c'est-à-dire vis-à-vis des personnes qui vont lui donner des soins, qui vont lui apprendre à se nourrir, qui vont lui donner un soutien affectif. Et comme disait Winnicott, qui est donc un psychologue et un ancien psychiatre, il n'y a pas de bébé tout seul, dans le sens où un bébé ne peut pas se développer tout seul, à la différence des animaux peut-être, et donc il est forcément en dépendance par rapport à ses figures d'attachement. Par contre, la dépendance affective en tant que telle, c'est un trouble de l'attachement, c'est-à-dire que on peut la comparer à une dépendance comme une addiction comportementale. C'est un attachement qui ne s'est pas bien configuré. Donc, D'accord. c'est vraiment comme ça que je l'expliquerai, dans le sens où dire finalement on est tous dépendants, donc quelque part il n'y a pas vraiment de dépendance affective et c'est pas très grave, ce serait faire une trop grande généralisation et ce serait tordre la réalité. Oui, il y a de la dépendance et de la vulnérabilité dans chacun de nos liens et encore plus quand on est enfant, mais la dépendance affective, bah, paradoxalement, c'est ne pas avoir eu quelque part une dépendance sécuritaire en tant qu'enfant et donc ne pas être capable d'être
indépendant ou interdépendant étant adulte. Parce que le seul but de la dépendance, entre guillemets, ou de l'attachement quand on est enfant, c'est d'apprendre à développer nos ressources de telle manière à pouvoir être indépendant. Et donc, quand les enfants ont été négligés, maltraités, traumatisés, que les parents n'étaient pas disponibles, qu'ils étaient absents ou qu'il y a eu des vécus d'abandon très importants durant l'enfance ou durant l'adolescence, cette dépendance, quelque part, elle n'a pas permis à l'enfant de se rendre compte de toutes ses ressources et donc elle ne lui permet pas d'explorer son monde. Et c'est pour ça que se forme la dépendance affective. En fait, un enfant, il n'a jamais trop d'amour et quand il reçoit de la sécurité, en fait, à un moment donné, naturellement, il va explorer le monde, il va se rapprocher de ce qu'on appelle ses pairs, ses amis, ses premiers amours, et finalement, il va se libérer de cette dépendance première dans la mesure où il sait que sa mère est toujours là. Il sait qu'il a de la sécurité en lui. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ça me permet vraiment d'expliquer le phénomène de la dépendance affective chez les adultes, c'est qu'en fait, il y a un principe qui est hyper important en psychologie du développement, c'est de comprendre que la relation à l'autre est un reflet constant de ce que l'on pense de nous-mêmes. Et donc, chez les personnes dépendantes affectives, souvent on dit que c'est des personnes voilà, qui n'ont pas confiance en elles, qui ont besoin tout le temps de l'autre, qui se sentent vides à l'intérieur, etc. Et c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que déjà dans leur enfance, ce sont des personnes qui ne se sont pas senties regardées. Attends. Avant que tu ne développes là, Oui, s'il te plaît. Oui, donc, si j'ai bien compris, de dire que la dépendance affective fait partie du processus humain, c'est un peu faire un amalgame parce qu'en réalité, c'est un comportement qui est passager et dont l'enfant a besoin pour justement pouvoir être indépendant plus tard. en Si tout j'ai bien cas, résumé. je dirais, moi je le formulerais plutôt ainsi, c'est que dans le développement normal humain, il y a forcément un attachement et forcément l'enfant est dépendant de sa mère. Mais on ne peut pas D'accord, comparer la dépendance d'un enfant de 3 mois à la dépendance d'un adulte de 30 ans. Ça n'a rien à voir. d'accord. C'est justement parce que l'enfant n'a pas suffisamment été sécurisé en étant enfant que justement, il va développer une dépendance affective ensuite. Mais la dépendance affective, c'est un trouble. C'est qu'à un moment donné, j'ai pas reçu suffisamment de sécurité en moi pour me développer en tant qu'adulte. On peut pas comparer les deux, en fait. Et donc, Oui, il y a... comment donc tu définirais donc, parce que moi, quand j'ai lu l'article, n'ayant pas ton bagage intellectuel, moi, j'ai fait la bêtise de comparer les deux, donc d'assigner les deux. Maintenant, comment est-ce que tu vas définir dépendance affective pour des personnes, pour que ce soit accessible à tous, pour qu'on comprenne vraiment la différence? Comment tu définirais dépendance Ouais. affective? Ben, en fait, moi, je trouve que le dire et que c'est vrai que c'est un trouble de l'attachement, c'est une bonne façon de le comprendre dans le sens où l'attachement, c'est-à-dire ce processus humain et naturel qui me permet d'être proche de quelqu'un, de me sentir en sécurité, chez les dépendants affectifs, il est troublé, il est tordu, il est mal appris. C'est un attachement, d'une certaine manière, grossièrement, qui est plutôt mauvais, ou en tout cas pas approprié. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que la dépendance affective, en très gros, c'est ne pas être capable de s'attacher naturellement et sainement à quelqu'un. Soit on est dans le trop, et donc dans ce cas-là, on se fusionne avec l'autre parce qu'on essaye de se fuir nous-mêmes pour ne plus être anxieux, etc. J'y reviendrai plus tard peut-être. Ou Mhm. soit on fuit la relation parce que justement, on n'est pas capable d'être dans l'équilibre avec l'autre. Et qu'est-ce Donc qui c'est cause vraiment comme ça? ça. Qu'est-ce qui cause ça? Bah, Oui, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, dans 80% des cas, c'est que ce qu'on appelle le parentage, c'est-à-dire les parents qu'on a eus, l'attachement qu'on a eu quand on était petit n'était pas suffisant, que ce soit parce qu'on avait des parents malades, des parents handicapés, des parents qui avaient des problèmes eux-mêmes, des parents qui eux-mêmes étaient dépendants, des parents qui étaient dans l'alcool, qui avaient des addictions, des parents qui n'étaient pas là, des parents qui étaient maltraitants, des parents qui étaient humiliants, tout ce qui a pu, à un moment donné, insécuriser l'enfant qui n'avait pas de ressources peut créer un trouble de l'attachement. À partir du moment où je ne trouve pas le moyen de répondre à mes besoins et à ma sécurité, il y a de fortes chances pour que soit je développe des addictions, l'alcool, la drogue, le sexe, la boulimie, soit je développe un trouble de l'attachement tel que la dépendance affective. ok, je vais un peu te couper là. Je pense que Naomi a une question. En fait, ce que j'arrive pas à vraiment comprendre, c'est quand tu dis lorsque le parent n'est pas là, le parentage, s'il est mal fait,
euh, lorsque les parents sont absents ou alors ils ne te donnent pas assez de sécurité. Mais il y a aussi un autre sens, tu vois. Comment est-ce que ça se passe alors si le parent est trop présent et qu'il te donne justement trop de sécurité? Est-ce que ça ne va pas permettre à ce que l'enfant, après, il attende beaucoup plus de son partenaire comme ce que son parent lui donnait? Et peut-être ça aussi, ça peut créer une sorte de dépendance affective. Ok, on va Alors, laisser l'invité répondre. c'est tout à fait possible. Moi, je trouve que c'est une très bonne question, mais pareil, dedans, il y a un amalgame qui est fait. C'est que, si je comprends bien, Naomi, l'amalgame que tu fais, c'est de te dire, bah oui, mais si mon parent, il m'a trop donné d'amour, après, je vais être Mhm. dépendante de cet amour-là parce que quelque part, j'ai trop reçu. Un Mhm. enfant ne reçoit jamais trop d'amour. Par contre, étouffer quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. C'est complètement différent. Une mère qui n'est pas capable de laisser son enfant jouer avec les autres parce qu'elle a peur qu'il se casse une jambe à chaque fois qu'il marche, c'est une mère qui n'est pas responsable. Dans le sens où, bah, quelque part, elle a tellement peur pour son enfant, elle pense tellement pas qu'il est capable de s'en sortir toute seule et elle pense tellement pas qu'elle va être capable de gérer s'il y a des problèmes, qu'elle préfère lui dire, en très gros, n'explore pas le monde, tout est dangereux, t'es pas capable, tu vas tomber, t'es faible. Et D'accord. ça, c'est pas de l'amour en fait. Et c'est là que ça donne de l'insécurité. Donc effectivement, peut-être qu'on pourrait imaginer que quelqu'un et même moi, j'y crois pas parce que quelqu'un qui a été étouffé, c'est quelqu'un qui n'a plus de sécurité à l'intérieur de lui. C'est un petit peu comme le thérapeute ou l'ami qui va te dire appelle-moi, t'es pas capable de gérer tout seul. Bah oui, il y a de l'amour entre guillemets, mais c'est pas quelque chose qui est sain parce que au fond de moi, bah, qu'est-ce que je vais croire? Je vais croire que je suis pas capable de m'en sortir tout seul. Donc je vais être dépendant des autres. D'accord. Je voudrais qu'on continue sur le thème de dépendance affective en te posant la question suivante. Quels sont les signes qui permettent de détecter qu'il y a de la dépendance affective, soit chez soi-même, soit chez l'autre? Alors, il y a deux signes qui sont répertoriés dans le DSM-5. Donc, le DSM-5, c'est le manuel américain de tous les troubles psychiatriques, psychopathologiques qu'on peut retrouver chez l'individu. Et dans ce manuel-là, on retrouve deux critères diagnostiques de la dépendance affective. Le premier, c'est l'anxiété de séparation, et le deuxième, c'est la personnalité dépendante. Les deux sont intrinsèquement liés. La personnalité dépendante, c'est une personnalité qu'on pourrait comparer à la blessure d'abandon dans les 5 blessures de l'âme. C'est quelqu'un qui physiquement est très mou, dont le corps est pas tonique, c'est un corps qui tombe, c'est quelqu'un de voûté, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui se responsabilise pas, quelqu'un qui a tout le temps besoin de l'approbation des autres. C'est quelqu'un qui, dans ses relations, ne se sent pas suffisant et est constamment en train de s'inférioriser, de se victimiser. C'est souvent la posture de la victime dans le triangle de Karpman qui décrit les différentes positions dans les jeux psychologiques. C'est quelqu'un qui, tout simplement, dépend des autres, dépend de ses relations et ne sent pas qu'il est capable de répondre à ses propres besoins. Donc, il va tout le temps se mettre en dépendance de l'autre. Ça, c'est une première chose. Mhm. La deuxième chose, donc l'anxiété de séparation, c'est finalement, bah, comme le dit son nom, le fait de ressentir de l'anxiété à chaque séparation. Donc, c'est un besoin constant d'être rassuré que ses proches vont bien, avoir peur qu'ils meurent, avoir peur d'être sans eux, avoir peur de sortir de chez soi, avoir peur que son chien soit malade, parce que si notre chien est malade, on va être tout seul, ne pas pouvoir dormir la nuit tout seul, avoir des insomnies, pleurer sans raison, avoir besoin de contacter son homme sur les réseaux sociaux et regarder quand est-ce qu'il est en ligne, parce que s'il nous trompe avec quelqu'un, on va pas s'en remettre. C'est vraiment avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps besoin d'être avec quelqu'un, parce qu'en fait, on ne supporte pas notre solitude et donc notre présence à nous-mêmes. La manière dont tu as donné les signes et les as expliqués, en fait, moi, je comprends que l'amitié, en fait, que la dépendance affective, quelque part, n'est pas seulement exclusive alors aux relations amoureuses. Et c'était justement ça la prochaine question. Est-ce que les relations amoureuses, non, est-ce que les relations amicales peuvent aussi manifester ce genre de dépendance affective, tout comme les relations amoureuses? Et je me rends compte que tu as, entre guillemets, répondu à la question avec la définition des signes. Mais tout à fait. En fait, moi personnellement, je suis spécialisée chez les personnes qui sont dépendantes en amour parce que c'est comme ça que je les accompagne. Mais en fait, quand on est dépendant, on n'est pas que dépendant de son amoureux.
on est dépendant de sa mère, on est dépendant de son père, on est dépendant de sa meilleure amie, on est dépendant de son patron, on est dépendant de la salle de sport, on est dépendant de tout en Attends, fait. attends, on est dépendant de son patron et de la salle de sport. C'est-à-dire, je suis Ça veut désolée. dire qu'on peut dépendre de la vie d'un patron, on peut avoir besoin de reconnaissance parce que finalement on se dit bah je suis pas capable moi-même de me reconnaître. La dépendance affective, ça peut aussi se voir dans le travail, hein. Ça peut être si tu ne reconnais pas mes compétences, je me sens comme un imposteur, je me sens nulle et j'ai tout le temps besoin de faire plus pour me sentir reconnue. Ça aussi, c'est une forme de dépendance. T'es trop forte, Chloé. Vraiment, tu es vraiment, je sais pas, tu es Ouais, trop moi, forte. Oui, oui, je vais te j'avais laisser une question. parler, oui. Vas-y, Bon, en Fiona. fait, justement, en fait, Chloé, tout à l'heure, tu as décrit la physiologie, en fait, d'une personne dépendante. Et moi, je voudrais savoir si c'est à un moment de sa vie que l'on devient ainsi. Tu as parlé, par exemple, de la posture, de comment est-ce que la personne se présentait physiquement. Ou alors, je voudrais savoir si on peut... bon, je pense, en fait, qu'il y a des gens qui naissent parfois avec ce genre de défaut, en fait, physique ou bien malformation. Donc, en gros, je voudrais savoir si il y a une période de sa vie où l'on devient comme ça, pour qu'on parle de dépendance affective, ou alors je sais pas si c'est constant. Bah, en fait, il y a plusieurs options, c'est-à-dire que comme dans une maladie, par exemple, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous aurez des exemples personnels, il y a des maladies qui sont chroniques, d'autres qui sont aiguës. Moi, par exemple, toute ma vie, j'ai eu du psoriasis. J'en aurai probablement toute ma vie. Mais il y a des personnes qui font des pics. Bah, la dépendance, c'est exactement pareil. C'est des tendances. Il y a des personnes qui ont comme toute personne normale et saine, il y a des personnes il y a des périodes, pardon, où on est plus vulnérable que d'autres et des périodes où forcément, comme on est vulnérable, on va être plus dépendant de notre entourage. Quand on perd un proche, par exemple, bah oui, on est un petit peu plus dépendant, mais en même temps, c'est normal. Et puis, il y a des personnes, ça va arriver sur une période de leur vie de manière très forte et très marquée, parce qu'à un moment donné, par exemple, quand j'ai vécu des relations toxiques, bah ça m'a tellement marqué dans mon estime de moi-même que c'est possible que après je sois dépendante de mes relations. Non, Ça non, peut attends, arriver je aussi. pense qu'elle parlait au Oui, niveau du physique. physique, en fait, C'est-à-dire pas. Physiquement, que, par exemple, tu Ouais. as dit qu'il est voûté. Donc, est-ce que après, peut-être quand tu guéris de la dépendance affective, est-ce que tu te tiens debout droit? Tu n'es plus voûté. Je crois que c'est ça Ou qu'elle alors, Oui, est-ce entend. qu'il y a même ça a une un période, en effet, fait, ça où a un l'on devient impact comme ça? important sur le corps, même sur, voilà, sur la morphologie, sur le visage, sur l'énergie, sur l'attitude. Comme on le dit, nous, en programmation neurolinguistique, le corps et l'esprit sont les aspects d'un même système cybernétique. Ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas changer sans changer le corps et on ne peut pas changer le corps sans changer l'esprit. Ça, on le voit avec le corps, on le voit avec nos pensées. Nos pensées, elles nous donnent une Une attitude posture. particulière. Et tout ça, Mhm. ça se voit dans le corps. Donc oui, il y a des personnes qui ont un corps un peu plus voûté que d'autres, mais moi, je reste persuadée que si elles travaillent sur ça, leur corps va changer, de même que leur regard sur elles-mêmes. Et moi, je trouve que le corps de quelqu'un dit quelque chose de son énergie et de ses croyances. Le topo du jour, c'est maintenant. Moi, personnellement, quand je rencontre quelqu'un en séance, je vois directement quel type de blessure il a, parce que son corps et son énergie me parlent. Mais au fil de la séance, son visage va très légèrement changer, de même que sa posture, et ça sera un signe aussi de son avancée. Et donc, comment donc, quelles sont les actions qu'une personne qui est dépendante affective peut mener pour un début, pour essayer de s'affranchir de cela? Des actions personnelles, avant peut-être d'aller voir un psychologue. Alors, en fait, le psychologue va vous amener à affronter votre peur de l'abandon. Et on peut sortir de la dépendance affective sans forcément faire de suivi. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend des ressources, ça dépend du degré de la dépendance. Et ça va peut-être être un petit peu plus long, peut-être un petit peu plus fastidieux, quoique pas forcément. De manière générale, le thérapeute va vous emmener à réaliser le chemin d'acceptation de vous-même que vous devez faire. Et en fait, c'est quelque chose que vous devrez faire seul dans tous les cas, en étant accompagné ou pas, c'est exactement le même chemin. C'est juste que le thérapeute, il a des outils que vous n'avez pas. Mais pour sortir de la dépendance affective, il faut bien comprendre que la seule chose qu'il faut parvenir à faire, c'est s'accepter soi-même. Alors je sais que c'est très bateau, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire s'accepter soi-même? Ça veut dire arrêter de se fuir.
Parce que dans la dépendance affective, ce qu'on fait constamment, c'est se fuir. Se fuir dans les relations, se fuir dans notre dépendance, se fuir dans d'autres addictions, se fuir dans notre corps. On ne veut pas se voir nous-mêmes. Et donc, pour affronter cette peur de l'abandon, on peut faire des actions qui sont symboliques pour nous. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous allez voir des échos dans votre vie de femme personnellement, mais moi, quand j'étais dépendante affective, je savais très bien ce que je faisais pour me fuir. J'étais dans des relations malsaines, j'acceptais de donner mon corps alors que j'avais pas envie de rapport et que j'étais pas bien pour avoir de l'attention. Je ne me permettais pas d'avoir des opportunités parce qu'en fait, je me disais que je ne méritais pas. Tout ça, c'est des façons De se fuir. symboliques de se fuir déjà. Et puis surtout, c'est aussi des façons de pouvoir agir différemment. C'est-à-dire que pour la femme qui est dépendante affective dans ses relations et qui, du coup, a des relations juste pour pas être seule, elle sait aussi très bien que pour ne plus être dépendante, il faut qu'elle sache dire non. Et il faut qu'elle accepte d'être seule. Moi, j'avais une cliente très récemment. Sa plus grosse difficulté, c'était de rentrer chez elle, parce qu'elle était chez un homme qui la respectait pas et elle avait très 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 peur de rentrer seule chez elle. Et quand elle y est parvenue, ça peut paraître de rien, mais pour elle, c'est hyper symbolique. Donc en fait, ça peut être toute action qui me met face à moi-même et qui à un moment donné va me permettre de dire, j'accepte d'être seule en fait. Donc ça peut être acheter une plante, ça peut être écrire un livre, ça peut être faire de la danse, ça peut être juste être seul chez soi en allumant une bougie, ça peut être mettre un terme à une relation, ça peut être plein de trucs, mais il faut qu'à un moment donné, ça nous sorte de notre zone de confort et qu'on regarde nos peurs en face. Donc, si je comprends bien, le premier pas à franchir, c'est d'arrêter de se fuir soi-même, à s'accepter et de vivre avec. Est-ce qu'il y a un autre pas à franchir ou bien c'est le pas primordial qui va faire découler les autres actions par la suite? Moi, je trouve que c'est un des pas primordiaux les plus importants et de là en découle plein d'autres capacités. C'est-à-dire que quand je suis capable d'être vraiment en face de moi-même et c'est très bateau encore une fois, mais d'être mieux seule que mal accompagnée, en vérité, je suis capable de choisir avec luxe et pouvoir la manière dont je vais être choisie dans mes relations. Parce que qui dit capacité d'être seule, dit aussi capacité de renoncer. Et on sait très bien que renoncer, c'est aussi choisir comment je veux être traitée. Donc une femme qui sait être seule avec elle-même, elle est extrêmement riche et elle est extrêmement puissante parce qu'en vérité, elle peut déjà choisir beaucoup, beaucoup de choses dans ses relations. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi qui est bien, ça c'est plutôt dans un second temps, ça en résulte, c'est la capacité de trouver l'équilibre relationnel. C'est-à-dire que quand on est sorti de la dépendance affective, on doit être autant capable d'être seul que d'être avec quelqu'un. Parce que n'oubliez pas non plus que une des conséquences de la dépendance affective, c'est soit je donne tout à l'autre, soit je lui donne rien parce que j'accepte pas d'être dans une forme de juste milieu, puisque je sais pas quoi faire. Donc, quand on a expérimenté le fait d'être seul, ce qui peut être bien, c'est d'expérimenter, de rencontrer des gens pour voir comment j'apprends à dire oui, comment j'apprends à dire non, comment j'accepte l'autre, comment je le renvoie chez lui parce que là, j'ai envie d'être seule. Vraiment, cet équilibre-là va me permettre ensuite de me sentir bien en relation. D'accord. Et donc, comment, dans ce cas, aider son partenaire ou bien son ami qui souffre de dépendance affective? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne? En tant qu'amant ou bien en tant qu'ami? Ce qu'on peut faire, c'est deux choses. On peut lui en parler déjà, on peut lui dire ce qu'on ressent. Après, comme on dit également en PNL, il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres, ce qui veut dire que, en très gros, quelqu'un qui n'est pas prêt à changer, on ne le changera pas. Et ce serait irresponsable que de vouloir prendre un rôle de thérapeute. Mais après, au-delà de ça, quand on a nous-mêmes un attachement sécure, un attachement serein, et que nous, on n'est pas dans la dépendance affective, le simple fait d'être en relation avec quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé, parce que n'oublions pas que le dépendant affectif, c'est quelqu'un qui n'est pas sécurisé dans ses relations, ça va déjà l'aider. Je vous donne un exemple. Par exemple, je connaissais une cliente qui était très très jalouse et très anxieuse. Le simple fait déjà de travailler sur elle et d'être avec quelqu'un qui la rassure, qui lui dit écoute, là je suis arrivée au travail, je peux pas t'écrire, t'inquiète pas, on se parle ce soir, je t'envoie une petite photo pour te rassurer. Le simple fait d'être quelqu'un de sécure et de redonner à la personne la sécurité qu'elle n'a pas, déjà ça lui fait du bien. Après voilà, elle a son chemin
à elle à faire, mais en tout cas, le simple fait d'être là pour elle, de répondre à ses questions, de lui dire, t'inquiète pas, je suis là, je vais t'appeler, t'inquiète pas, déjà, ça l'aide. Parce que elle se dit, bah, je suis pas abandonnée. Donc ça, D'accord. c'est pas mal. Et je pense que Naomi voulait dire quelque chose avant qu'on ne clôture cette partie. Wow. Toi, tu l'es dans mes pensées, Champi. Non, en fait, je voulais savoir quelle est la limite entre la dépendance affective et l'amour sain. Parce que, en fait, tu as beaucoup parlé de l'attachement, tu as parlé aussi de la peur de l'abandon. Pour moi, en fait, donc, c'est des signes de l'amour, quoi. Genre, pour moi, c'est normal que si tu es avec quelqu'un et que vous êtes en relation et que vous vous aimez, j'insiste vraiment sur aimer, vous vous aimez vraiment. C'est normal que tu aies peur il te quitte un jour parce que tu aimerais bien finir ta vie avec lui. C'est normal que tu t'attaches à lui au point où à un moment, vous devenez, on va dire, un peu, Mari et on femme ou dit bien quoi? officielle. Même quand vous êtes mariés, à un moment, vous dépendez un peu l'un de l'autre. Je sais pas comment je peux dire, parce qu'à un moment, on va toujours dépendre de son partenaire. Je sais pas, ça peut être Ok, financièrement, comme laisse ça peut être, l'invité je sais répondre. pas. Je Donc, crois qu'elle a vraiment, je dû veux comprendre. savoir la limite qu'il y a entre la dépendance affective et l'amour, Normal. normal entre deux personnes, Ouais. quoi. Mhm. Eh ben, comme j'ai dit en début d'émission, la dépendance dans la relation, à un certain degré, elle est normale. L'attachement, c'est aussi dépendre de quelqu'un. Moi, si mon conjoint me quitte du jour au lendemain, je serai au bout de ma vie, les filles, hein. Je vais pleurer pendant... Non, mais c'est vrai, c'est Mais mon non, mais conjoint. je rigole parce que c'est vrai, donc Mais oui, mais en c'est fait, vrai. Naomi, mais je ne dis pas l'inverse, c'est normal, c'est de l'attachement. À partir du moment où on est attaché, on dépend de l'autre. Mais c'est une question de degré. Vraiment, j'insiste sur le degré. C'est-à-dire que une dépendante affective, elle serait prête à se jeter sous un camion pour récupérer Hmm. quelqu'un. Non, mais c'est vrai. Écoutez les paroles de Céline Dion quand elle dit pour que tu m'aimes encore, je serais prête à me changer en or. Non, mais je rêve en fait. Ça veut dire que pour quelqu'un qui te regarde même pas, tu es prête à te sacrifier toi-même. Edith Mm. Piaf, tu me demanderais la lune, je me changerais en blonde. Non mais à un moment donné, là c'est trop. Et c'est ça en fait chez les dépendants qui est pas clair, c'est C'est que vraiment trop. non mais c'est vraiment trop, c'est-à-dire que à la C'est limite, vrai que c'est trop, j'ai même mais envie, c'est aussi j'ai même envie l'art, de vous c'est la dire, musique, c'est les paroles, quoi. Bon, oui mais c'est un enfin exemple qu'elle prenait en fait pour montrer à ce que je quel veux point dire, ça c'est peut que être extrême. mais, en fait, c'est une question de degré et c'est une question de contexte. Par exemple, si je suis avec mon mari depuis 20 ans, peut-être que je vais pas faire les mêmes choses que si je connais un homme depuis 2 semaines. Il y a une question de Mhm. contexte aussi. Quand je me Oui. suis engagée, que je suis unie avec quelqu'un par les liens du mariage, que j'ai construit une famille avec lui, j'ai pas les mêmes engagements que quelqu'un que je ne connais pas. Or, la dépendante affective, elle a aucune notion de qui elle a en face d'elle, parce que de toute façon, elle se fiche de la personne qu'elle a en face d'elle, elle a besoin d'être remplie. Donc c'est une question de degré. Encore une fois, il ne s'agit pas de se sacrifier dans la relation. C'est pas Ok. parce que j'aime quelqu'un que je dois, par exemple, lui donner un rapport alors que j'en ai pas envie. C'est pas parce que j'aime quelqu'un que je dois me concentrer sur lui toute la journée et ne pas travailler. Ça, c'est trop en fait. Et c'est ça qui est pas clair dans la dépendance affective, c'est que oui, j'aime l'autre, mais je ne suis pas capable de vivre sans lui. Et ça, c'est un problème. Et ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est se D'accord. rejoindre, c'est certes, on est un petit peu dépendant, on est vulnérable, on a peur d'être quitté, mais on n'est pas prêt à tout pour faire ça. Donc, on est déjà un peu en retard et avant qu'on ne quitte cette partie de l'émission, je voudrais que Chloé, tu nous donnes le mot de fin par rapport à ce thème. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes dépendantes affectives qui t'écoutent? Bah, ce que je leur dirais, c'est que elles ne se rendent pas compte du temps qu'elles perdent à engendrer des relations médiocres, parce que c'est vraiment des relations médiocres, et qu'elles n'ont pas à souffrir pour l'héritage de croyances ou de blessures qu'elles ont eues de leur famille, que c'est pas parce qu'elles ont eu des traumatismes ou un passé douloureux qu'elles sont obligées d'avoir ça toute leur vie. Le message de mon entreprise, c'est s'aimer plus, parce qu'à un moment donné, moi, j'avais tellement vécu des relations abusive
que je me suis dit que j'avais pas d'autre choix que de me choisir moi. Et quand j'ai compris ça, mes relations, elles ont changé. Et même au-delà de mes relations, ma vie, elle a changé. Donc ce changement, il est possible. C'est pas parce que vous croyez que vous n'êtes pas capable, que toute votre vie, ça va rester comme ça. Par contre, si vous continuez à vous fuir, à vous dégoûter et à être dans le combat vis-à-vis de vous-même, vous ne vous en sortirez jamais. Merci beaucoup, Chloé. Et j'espère que cette petite, je vais dire, ce petit discours qu'elle a tenu, chère Boss et Bossesse, est entré dans vos oreilles et est y resté. Donc, on va faire une courte page de pause pour revenir avec la dernière partie de l'émission. Donc, on se dit à tout de suite, les boss et les bossesses. Chers boss et bossesses, nous voici de retour pour la dernière partie de l'émission. Le thème du jour, oh my gosh, il a su nous armer et vous armer avec les connaissances nécessaires qui vous aideront à y voir clair dans ce trouble qu'est la dépendance affective. Mais seulement, comme je le dis toujours ou bien souvent, même les bonnes choses ont une fin et à présent, il est grand temps de découvrir les mots pacnes et les mots sages de Naomi qui aussi comme Fiona a la pression. Est-ce qu'elle va passer son examen aujourd'hui? I don't know. Donc, à toi la parole, Naomi. Fais-nous rêver aussi. La rubrique les mots pactes et les mots sages. La rubrique les mots pactes et les mots sages. Aujourd'hui, dans les mots pacnes, j'ai trouvé une histoire, en fait. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais je vous la raconte quand même. Ça parle du transagisme. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, le transagisme? Pas du tout. Non. En fait, Moi, ça me fait penser au transhumanisme, mais je crois que j'y suis pas du tout. ouais, en fait, c'est la transidentité appliquée à l'âge. Et donc, c'est l'histoire d'un Lyonnais, dont un homme qui habite à Lyon, qui est né en 92, et donc ça lui fait 31 ans aujourd'hui en 2023. Cet homme, il a modifié sa date de naissance parce qu'il se sentait depuis toujours dans le corps de quelqu'un né en 1961. Donc, il se sent toujours comme un homme qui a 62 ans aujourd'hui. Donc, il a donc décidé de changer sa date de naissance officielle pour correspondre à son âge ressenti. Et cette décision lui a permis d'arrêter de travailler et de contourner la réforme des retraites. Donc, aujourd'hui, il encaisse sa pension de retraite, en fait. Et je ne savais pas qu'on pouvait aussi changer sa date de naissance. Vous en pensez quoi, en fait, de Chloé, cette tu as la histoire? parole. Moi, Eh ça m'a ben, fait moi, bizarre. qu'est-ce que j'en pense? Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais ça a l'air d'être une bonne technique pour percevoir la retraite plus tôt. Donc, Ouais. non, sinon, je j'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Par contre, moi, je soutiens les Français qui sont en train de faire porter leur voix au sujet de la réforme des retraites. Et je pense que ça importe pour plus d'un. Ouais. Et toi, Fiona? Ben, moi non plus, j'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça et donc, je sais pas, je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Bon, je peux pas juger cette personne-là non plus. Mais non, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là Oui, pour juger. donc voilà quoi. Bon, peut-être c'est une bonne idée, peut-être ça ne l'est pas. Bon, ça, je sais pas. Moi, honnêtement, il y a des gens, des personnes, des vieillards qui se battent pour un droit qui leur est dû. Et toi, tu es jeune et tu profites de quelque chose qui correspond à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Honnêtement, moi, je suis pas d'accord avec cette façon de faire. C'est pas un jugement, c'est un fait. Là, c'est en train de mettre en dérision la souffrance de ces personnes âgées, ou bien de ces personnes moyennement âgées qui sont en train de se battre pour cette réforme. Toi, tu es jeune, tu es encore solide à 31 ans, tu as encore l'énergie. Les autres, ils le font parce qu'ils n'ont plus d'énergie, en fait. Et ils ont besoin de ça pour vivre. Donc, c'est tout ce que moi, je peux dire par rapport à ça. Bon, en tout cas, on ne connaît C'est pas une ce bonne que remarque que je trouve qui est très pertinente. Ah oui, moi aussi, je trouve que oui, c'est une bonne remarque. c'est une bonne remarque. On ne sait pas ce que l'homme a dans son corps pour se sentir comme un homme de 62 ans.
Je sais pas, peut-être le matin quand il se lève, il a mal dans toutes ses articulations. Donc, bon, comme tu as dit, j'espère il va se rendre compte de ce qu'il est en train de faire et il va revenir à son âge normal, quoi. Mhm. Mais, Donc, les ouais. mots sages, on attend, ma chère. Pour les mots sages aujourd'hui, en fait, j'ai repéré une citation de Monsieur William Sinclair M.V. Boudoulou, qui est un écrivain poète. Et en fait, lui, il écrit beaucoup de citations sur sa page Facebook, mais j'ai retenu une qui est: vouloir plaire aux gens, c'est créer une prison pour se priver d'une vie heureuse. Qu'est-ce que cela t'inspire, Chloé? Hum, je réfléchis. Vouloir plaire aux gens, c'est se créer une prison et s'empêcher d'une vie heureuse. Euh, je réfléchis. Non, pendant qu'elle réfléchit, il faut pas veux lui bien. mettre la pression. Fiona, tu peux commencer. Fiona est littéraire, donc elle peut... Littéraire, plus scientifique que littéraire, en Je- tout cas. C'est toi qui aimes bien te pencher sur les citations, donc fais-nous encore rêver de ce côté-là Fais-nous, aussi. dis-nous. Ça y est, Bon, moi j'ai une je... réponse. Moi j'ai une réponse. Ça y Ok, est, ça on va me- Bon, laisser ça on me- laisse Chloé. Chloé, d'accord. Moi, ça me fait penser, alors vous allez me dire, mais Chloé, elle est matrixée par son sujet, mais moi, ça me fait penser à une sorte de fuite en avant qu'on ressent beaucoup quand on est dépendant affectif. C'est ce truc de j'ai envie de me mettre un masque, et surtout, on le voit dans les techniques de séduction. C'est pour ça que j'aime pas ça. C'est j'ai envie de plaire parce que je me dis que je suis pas suffisante pour finalement laisser partir les gens qui m'aiment pas pour qui je suis. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez redondant dans la vie, que ce soit en amour ou en affaires ou même dans les amitiés. C'est que souvent, on veut changer les autres en se changeant soi, mais juste dans notre image. Alors qu'au final, une relation qui fonctionne juste parce que j'apporte quelque chose à quelqu'un qui n'est pas réellement ce que je suis, c'est une relation qui est vouée à l'échec et qui est complètement dénaturée. Moi, en tout cas, ça m'inspire ça, aussi bien en affaires que en amour. D'accord. Maintenant, Fiona. Bon, moi, je pense en fait que la citation telle qu'elle est dite, elle est vraie en fait, parce que lorsqu'on essaye de plaire aux autres, on s'empêche d'être soi-même, et je ne pense pas que lorsqu'on s'empêche d'être soi-même, on est heureux, quoi. Parce que déjà, on perd en son authenticité, on n'est plus soi, et parfois, on perd aussi en crédibilité, et aussi, on perd en confiance en soi, déjà. En fait, on perd beaucoup de choses, en fait, de soi-même. Et donc, je suis d'accord avec la citation de Naomi, en gros. Mais c'est pas ma Bon. citation, hein, c'est la citation de William Sinclair. C'est Bon, pas ma citation. la citation que tu nous as apportée Ouais, aujourd'hui, si on peut t'inquiète, le dire ainsi. je te dérange. Bon, moi, je Voilà. suis d'accord avec Chloé et Fiona parce que moi, ça me fait penser justement à la dépendance affective. Donc, quand on fait ce changement, parce qu'on ne veut peut-être pas perdre la Ouais. personne avec qui on est. Et aussi par rapport à Fiona, du fait que lorsque tu n'es pas toi-même, tu te perds. Et quand tu te perds, Tu tu n'es n'es plus pas heureux. authentique. Tu n'es pas Ouais. heureux. Donc, en fait, pour moi, c'est comme ça que je comprends aussi le message. Oui, moi pareil. D'accord. Donc, merci beaucoup, Naomi. Est-ce que tu as passé l'examen? Est-ce qu'elle a passé l'examen? Est-ce Mais qu'elle a j'ai passé passé, l'examen? mais j'ai Comme passé. toujours, bien sûr. On laisse Chloé décider. Chloé, est-ce qu'elle a passé l'examen? Mais oui, Naomi, évidemment, avec ses super questions, ses questionnements et Oh ses my belles- gosh, non! tu vois, Tu es laissé embobiner, tu es laissé embobiner par Naomi. Non, ok, bon, ça va. Comme tu as dit, qu'elle a passé, elle a passé. Bon, les boss et les Merci, bossesses, il est Chloé. temps qu'on passe à vos rubriques Merci à préférées. vous, c'était génial, j'adorais. Il est temps qu'on passe à la rubrique préférée des boss et bossesses. C'est la rubrique qu'ils aiment le plus dans l'émission. Ah, J'ai dit, venez me taper. Si vous n'êtes pas content, venez me taper. J'ai dit, bon, c'est la rubrique Wandaillance. Donc, c'est-à-dire une question avec des options de réponse. La rubrique Wandaillance. Wanda One. Wandaillance. La rubrique. Et on y va. Donc, comment s'appelle ce mal qui empêche autrui d'exprimer ses sentiments? Le syndrome de Cosnier. Ça c'est l'option 1. L'option 2, l'alesthymie. Option 3, la schizophrénie. Option 4, l'écholalie.
Option 5, la manchomanie. Comment s'appelle ce mal qui empêche autrui d'exprimer ses sentiments? Option 1, le syndrome de Kostner. Option 2, l'alexithymie. Option 3, la schizophrénie. Option 4, l'écholalie. Option 5, la manchomanie. Et je commence par Naomi. J'étais sûre que tu devais commencer par moi. Toi et moi, on se connaît, donc c'est pourquoi je t'ai choisi. Je choisis l'option 1. Je sais pas pourquoi, mais je choisis option 1. Syndrome de Kostner. Kostner. Oui. Ça va. Fiona, tu vas Bon, tricher comme ou elle a bien pris un, non, elle a Ah, pris un, je vais prendre 2. C'était, l'alexithymie. voilà, la légitimie. C'est parce qu'elle a dit légitimie et elle a fait pour nous décourager de ne pas prendre, mais peut-être c'est ça. Ouais, peut-être c'est même ça, justement. Oui. Bon, on va voir. En tout cas, vous verrez, parce que je sais pas, moi j'ai la difficulté à lire, je fais parce que justement c'est difficile à lire. Non, tu voulais nous Anyway, décourager de tu as prendre. aussi fait la même chose par rapport à où c'est l'écholalie et le syndrome de c'est schizophrénie. C'est dû à lire. Bon, et toi, En fait, Chloé, schizophrénie, c'est clair que c'est pas ça. C'est pas Schizophrénie ça, veut dire c'est pas autre ça, chose, mais les schizophrénie. 3 autres mots, quand même, je ne connais pas en fait ce que ça signifie. et toi, Chloé. Alors moi, je Chloé va pencherais trouver. plus pour la deuxième option de l'alexithymie parce que c'est comment dire, un syndrome qui fait en sorte que la personne ne ressent pas ses émotions, elle n'arrive pas à se les représenter, elle les ressent pas dans son corps, neurologiquement c'est bloqué. Et donc Wow. forcément, si elle les ressent pas, elle peut pas les exprimer. Donc j'imagine que ça crée un blocage. Donc moi, je dirais plutôt la deuxième option. D'accord. J'ai bien dit comment s'appelle ce mal qui empêche autrui d'exprimer ses sentiments. On va voir si Naomi, la tricheuse number 1, et Fiona, la tricheuse number 2, ont trouvé la réponse. Et bien sûr, notre invitée de Marc, est-ce qu'elle a trouvé ou bien est-ce qu'elle n'a pas trouvé? Tadadada! Et la réponse était Alexithymie. Tu as trouvé, Chloé. Bravo! Wouh! Et tu as oublié de dire Yes, Fiona, bien génial. sûr. Je ne te compte pas, tricheuse, je ne te compte pas. Ça, c'est de la mauvaise foi. Bon, le thème Ah, il y a eu des Alexithymie. tricheries. C'est qui a triché? C'est Fiona? Oui, c'est elle qui En triche. fait, Fiona, elle. c'est non, pas bien, mais c'est pas franchement. Voilà. tricher comment? Écoute Moi, ce que j'ai Chloé pas te dit, triché pour ma tricher, c'est pas Phonics, bien. hein. Oui, non, Chloé, elle Chloé connaît, n'a pas donc triché. voilà. Chloé connaît. Bon, je vais donner donc, bref, un petit background par rapport à cette maladie. Le terme alexithymie est un néologisme qui veut dire, bon, A, c'est pour absence, lexis, c'est pour mot, thymo, c'est pour humeur, affectivité, sentiment, émotion. Et c'est un terme qui a été inventé par le psychiatre Sif Neos en 1973 pour décrire les personnes qui n'ont pas la capacité de communiquer leurs sentiments ou ont une imagination limitée. Donc, l'alexithymie est un trouble de la régulation émotionnelle largement observé dans les maladies psychosomatiques. Elle se concrétise par de grandes difficultés à exprimer et à identifier ses sentiments et ceux des autres. Il y a 4 manifestations principales liées à ce trouble. 1, l'incapacité à exprimer verbalement les émotions, les sentiments. 2, la limitation à la vie imaginaire. 3, la tendance à recourir à l'action pour éviter et résoudre les conflits. 4, la description détaillée des faits, des événements et des symptômes physiques. Et cette maladie concerne environ 10% de la population générale. Et ma source vient du passeport.net, septembre 2019. Donc, effectivement, Chloé connaissait parfaitement la réponse parce que ce qu'elle a dit était en accord avec ce que j'ai lu. Bon, c'est vraiment une émission très bien parce qu'au moins, c'est une tricheuse a perdu. Mais avant qu'on ne se quitte, chers beaux je vais vous donner les informations sur Chloé où vous pouvez la retrouver. Donc, son numéro de téléphone professionnel est le plus 33 06 46 20 86 42. Son email est Chloé mercaertcoaching@gmail.com. Donc, Chloé, comme ça s'écrit, Mercaert, c'est MERCKAERT, coaching, COACHING. Donc, Chloé Mercaert Coaching en un seul mot, @gmail.com. Et ainsi que sur Instagram, au niveau de @s'aimer plus. Donc, comme vous entendez, en un seul mot. Et donc, ceci marque la fin de cet opus. Mes remerciements vont à mes acolytes Naomi et Fiona. Et merci à toi, Chloé, pour ton temps et ton expertise.
Merci beaucoup les filles pour votre intérêt et puis pour votre présence aujourd'hui. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Plaisir Tout partagé. Plaisir partagé. Merci aussi à la RCF Bruxelles et enfin merci les boss et les bossesses pour l'écoute. On est ensemble. Ciao et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les boss et les bossesses. Bye bye, Bye les boss et bye. les Bonne bossesses.